Bien le bonjour à tout le monde, avec vous Tawfiq Yachi. Nous faisons la deuxième et dernière partie des figures de style. Bien, l'autre fois nous avons vu les figures d'analogie, on a dit que ce sont des figures de ressemblance, des figures avec lesquelles on compare, on montre les ressemblances et les différences. Bon, les figures de substitution, c'est de remplacement, d'accord? C'est lorsqu'on remplace un mot avec un autre mot. On était arrivé là, les figures d'atténuation. L'atténuation, c'est rendre un effet plus léger, d'accord? Donc, atténuer et amplifier. Les figures qui vont venir après d'amplification, ce sont des contraires. Donc, atténuer, c'est rendre plus léger et amplifier, c'est rendre plus lourd, plus valorisant, plus... D'accord. Alors, pour les figures d'atténuation, la première, on dit c'est un chercheur de travail. Quel est le mot le plus connu pour dire chercheur de travail? C'est chômeur. Mais chômeur, c'est un mot qui choque. C'est un mot qui a si vous voulez, une portée péjorative, d'accord? Donc, une charge péjorative. Bon, c'est un mot choquant ici qui a été remplacé par un mot, ça peut être un mot bien un groupe de mots, d'accord? Donc, par un mot qui est plus acceptable, plus léger. D'accord? Alors cette figure, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Bien. Alors, les exemples sont nombreux. On peut avoir par exemple, il nous a quittés pour il est mort. D'accord? Il nous a quittés, c'est plus léger, c'est plus acceptable. Donc on peut avoir par exemple un SDF, un sans domicile fixe à la place d'un vagabond, quelqu'un qui n'a pas de maison. D'accord? On dit il n'a pas de maison fixe. Il n'a pas de toit fixe. Bon, alors c'est ça l'euphémisme bien sûr. Vous savez là la règle, c'est remplacer un mot choquant par un autre qui est plus acceptable. Bien, alors nous avons ici la litote. La litote c'est une figure qui est très très rare, d'accord, rarement utilisée. Pas mal. Donc pas mal. On a dit simplement qu'il n'est pas mal. D'accord. Mais regardez la suite de la phrase, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est un vrai travail d'artiste que vous avez fait. Donc, je dis pas mal, c'est-à-dire pas mauvais, mais en fait, je veux dire que c'est très très bien. Donc, c'est dire peu, mais signifier plus, signifier beaucoup. Bon, c'est une figure qui est toujours accompagnée d'une négation, ou bien d'un verbe qui a un sens négatif. Bon, alors, je peux avoir l'exemple de il ne manque pas de courage. Donc un homme par exemple qui ne manque pas de courage, bon, il ne manque pas de courage, il a un peu de courage, mais ce que je veux dire c'est qu'il est très très courageux. Donc là, bien sûr, c'est une litote. C'est à dire le moins pour signifier le plus. Bien, on passe maintenant aux figures d'amplification. Amplifier, c'est rendre plus grand, plus proportionné, plus valorisé, d'accord, donc plus mis en relief. Bon, alors de ce mot vient le mot ampli pour amplificateur qu'on a par exemple pour le son. Lorsque vous écoutez quelqu'un qui parle dans une micro, dans une grande réunion, ou bien il utilise un ampli. Un amplificateur, ampli c'est une abréviation, donc un amplificateur pour rendre le son plus grand. La première, elle est la plus connue, c'est l'hyperbole. Bon, sa définition c'est très simple, c'est une figure d'exagération, on exagère avec l'hyperbole. Il est mort de faim, bon il n'est pas mort de faim, il a très faim, oui. Donc pour dire il a très faim, on dit il est mort de faim. Bon, là, c'est une exagération. Celui qui est en train de vous écouter, il comprend que vous ne voulez pas dire qu'il est littéralement mort, mais qu'il a très faim. Donc, on exagère ici. C'est une figure d'exagération, bien sûr. La gradation. Dans le mot gradation, il y a un mot grade. Alors, la gradation, c'est tout simple. C'est une gradation, c'est une montée en grade ou bien une descente en grade. Lorsqu'on monte en grade dans les mots, comme ici, va, court et vole, on parle de la vitesse ici. Aller, c'est une vitesse qui n'est pas très grande.
courir, c'est une vitesse un peu plus grande. Et voler, c'est une vitesse qui est encore plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une gradation croissante. Croissant vient du verbe croître. D'accord? Ça veut dire aller en grandissant. Bon, en fait, je vais vous utiliser les mêmes mots, mais en les inversant. En les inversant, je m'excuse, vol, court et va. Donc ici, on est descendu de la grande vitesse à la petite vitesse. C'est une gradation décroissante. Il y a certains rhétoriciens qui appellent ça une gradation et une dégradation. Donc la première croissante, ils l'appellent gradation, et décroissante, ils l'appellent dégradation. Mais la nomenclature utilisée, les mots utilisés en grammaire dans le lycée ou bien, donc c'est gradation croissante, gradation décroissante, c'est une énumération. C'est quoi une énumération? Énumération, c'est lorsqu'on utilise des virgules et à la fin, d'accord? Donc, alors je vous dis par exemple, il entre en classe, prend la craie, écrit au tableau. Donc ça, c'est pour un professeur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Entrer, prendre la craie, écrire au tableau, on a énuméré des actions. D'accord? Alors, s'il n'y a pas d'ordre croissant bien décroissant, on appelle ça, c'est aussi une autre figure, on ne l'a pas cité, mais c'est aussi une autre figure, on l'appelle une énumération. D'accord? Bon, s'il y a un ordre dans l'énumération, ou bien un ordre croissant, ou bien un ordre décroissant, cette énumération devient une gradation. Bon, notons que ce n'est pas simplement avec des verbes, ça peut être avec des verbes, ça peut être avec des adjectifs, je ne sais pas, je peux avoir par exemple l'adjectif sombre, noir, ténèbres. D'accord? Alors sombre, noir, ténébreux. Ce sont trois adjectifs avec une gradation. Je peux avoir des noms. D'accord? Donc, je ne sais pas, je peux avoir les bicyclettes, les motos, les voitures. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une gradation dans la dimension du véhicule. Bien, bon, alors, mais généralement, c'est une énumération qui englobe des mots de la même classe grammaticale. Si on a des adjectifs, ils sont tous des adjectifs, d'accord? On trouve rarement une différence ou bien un changement dans un mot de la gradation. Quand on peut trouver par exemple adjectif, mais on peut avoir un nom par exemple, mais c'est très rare. La répétition. Bien. La répétition, normalement, pour un élève, dans une expression écrite, généralement, c'est une erreur, c'est une faute. D'accord? Donc, mais, utilisé par un auteur, l'auteur n'a pas de problème à remplacer les mots par des pronoms bien. D'accord? Donc, s'il répète un mot, c'est parce qu'il veut répéter ce mot pour attirer l'attention sur ce mot. C'est ça d'ailleurs le rôle des figures d'amplification, c'est pour attirer l'attention sur quelque chose. Bien, alors ici, la répétition, lorsqu'elle n'a pas un ordre, on trouve un mot dans le début d'une phrase, un autre mot à la fin d'une autre phrase, bien au milieu d'une autre phrase, bien. Donc s'il n'y a pas un ordre dans la répétition, on l'appelle une répétition. On va voir s'il y a un certain ordre, c'est un autre nom. D'ailleurs, c'est notre figure suivante. Donc la répétition, c'est répéter un mot sans ordre précis, préétabli. La répétition ordonnée, c'est une anaphore. Donc, j'ai ici deux phrases et j'ai la répétition au début des deux phrases. Ça peut être au début, ça peut être à la fin, mais ça ne peut pas être en même temps au début et à la fin. C'est-à-dire, si j'ai à l'école au début d'une phrase et j'ai à l'école à la fin d'une phrase, ce n'est pas une anaphore. Bien. Donc, ça peut être au début d'une phrase, de deux phrases, ou bien de deux vers, ou bien de deux strophes ou bien de deux paragraphes, d'accord? Pas seulement les vers ou bien les phrases, mais aussi les paragraphes et les strophes. Bon, au début ou bien à la fin. Ah oui, donc ici c'est consiste à répéter des mots au début des phrases ou bien aussi à la fin. Bien, alors le parallélisme. Donc ça c'est un vers de Victor Hugo que j'ai subdivisé en deux parties, d'accord? J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Bien, c'est ça le vers de Victor Hugo. Donc regardez ici, c'est la répétition de la même structure.
Bon, on peut utiliser le verbe j'irai. C'est pas obligatoire qu'on ait le verbe j'irai. Je peux avoir j'irai par la forêt, je partirai par les montagnes. Bien par la montagne. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la répétition de la structure. Les mots ne nous intéressent pas, c'est la structure qui nous intéresse. Donc c'est sujet, verbe, préposition par, nom avec article. La deuxième phrase, même chose. Sujet, verbe, préposition par, nom avec son article. Donc vous voyez ici, c'est la même structure qui est répétée. On appelle ça parallélisme. D'ailleurs, si on prend cette droite qu'on a là, cette ligne, et cette ligne, en français on dit, ce sont deux parallèles. C'est ça le parallélisme. On a une droite et une deuxième droite qui est parallèle. D'accord? Donc, puisque vous étudiez maintenant les mathématiques en arabe, le mot parallélisme peut paraître un peu étrange, mais ceux qui ont étudié les mathématiques en français, encore, ils savent très bien ce que c'est que des parallèles. La ligne noire là et la ligne noire là sont deux parallèles. La ligne noire là et la ligne noire là sont deux parallèles. Celle-là et celle-là sont deux parallèles. Celle-là et celle-là aussi sont deux parallèles. Cette ligne et cette ligne sont parallèles. Bon. Alors, comme on a dit, le parallélisme, c'est la répétition d'une même structure. On passe aux figures d'opposition. L'antiphrase. L'antiphrase, c'est lorsqu'on dit quelque chose, mais on veut faire comprendre le contraire. Si je te dis tu as une mauvaise note dans un examen, j'espère que personne d'entre vous, mes amis de la chaîne, n'aura une mauvaise note le jour de l'examen. Je vous souhaite tous d'avoir une très bonne note. Alors, quelqu'un qui a une mauvaise note, moi je lui dis bravo. Donc ce bravo, ça signifie le contraire, oui ou non, d'accord? Donc, normalement, l'antiphrase, c'est pour blâmer et pour ironiser, pour se moquer. D'accord? Donc, on veut blâmer quelqu'un, on veut le gronder, et tout en ironisant. D'accord? Oui, dire quelque chose et signifier, ou bien vouloir faire comprendre le contraire. L'antithèse. L'antithèse, c'est simplement la présence de deux mots opposés dans un contexte, sans ordre précis. D'accord? Donc, alors j'ai ici matin et j'ai soir. Ce sont deux mots contraires qui sont dans la même phrase, bien dans des phrases juxtaposées l'une à côté de l'autre. On appelle ça une antithèse. Donc c'est ça, d'accord? Présence de deux mots opposés dans la même phrase, bien dans des phrases très proches l'une de l'autre, dans un même contexte. Donc on a ici nuit blanche. La nuit elle est noire. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a associé. Blanche décrit la nuit, mais en même temps blanche est le contraire de nuit, c'est l'opposé de nuit. Donc ici on a associé deux mots opposés. Si vous associez deux mots opposés, ça devient une oxymore. D'accord? L'oxymore consiste à associer deux mots de sens opposés. Bien, alors le chiasme. Bon, comme je l'ai expliqué pour les élèves qui me suivent en arabe, le chiasme, chiasme, pas chiasme, certaines personnes le prononcent chiasme, encore, c'est pas juste, c'est faux, d'accord, il faut prononcer chiasme, mais s'il vous plaît, je veux ici attirer votre attention sur quelque chose, puisque vous avez des professeurs de français, d'accord, donc, si votre professeur commet rarement de petites erreurs comme ça, d'accord, donc c'est un bon professeur. Moi aussi j'en commets, bien sûr. Il n'y a personne qui n'en commet. Généralement, si les élèves ne s'en rendent pas compte, c'est tout simplement parce que ils ne peuvent pas déterminer ces erreurs. Mais tout le monde, tous les professeurs font des erreurs. Mais ils font des erreurs comme ça, des erreurs secondaires. C'est quelque chose qui est secondaire. Et ces erreurs sont rares, sont exceptionnelles. Sont exceptionnelles. Comme cette prononciation que je viens de faire sont exceptionnelles, c'est une des erreurs dont je suis en train de vous parler. Alors, maintenant, il y a aussi un conseil que je vous donne. Si je vous explique quelque chose et que le professeur
officiel que vous avez vous explique le contraire. Le jour de l'évaluation de ce professeur, répondez avec ce qu'il vous dit. Correct. Mais croyez-moi, le jour de l'examen régional, faites ce que je vous dis. D'accord? Tout simplement parce que je ne suis pas quelqu'un de vaniteux. D'accord? Je me remets en question. Si je doute d'une information, je vous dis, cette information elle est douteuse. D'accord? Et si je me rends compte que j'ai expliqué quelque chose de manière erronée, je vous le rappelle dans une autre leçon. Je vous dis, excusez-moi, l'autre jour, je vous ai expliqué ça comme ça, donc ce n'était pas juste. Bon, alors, lorsque j'avais encore ma pleine vision, lorsque j'étais pas malade, je faisais des cours sup aux élèves et car ils avaient d'excellentes notes et ils avaient tous confiance en ce que je leur dis. Mais votre professeur, dans votre classe, il ne va pas changer son opinion à propos de ce qu'il croit juste parce que vous avez répondu comme je vous ai dit de répondre. Le jour de l'examen, le professeur n'est pas libre de corriger comme il veut, d'accord? Il y a une correction officielle qui vient, et cette correction officielle, soyez sûr, elle sera à 99% compatible avec ce que je vous explique. Bon, maintenant regardez cette figure. Vous voyez que la structure ici, c'est pas comme le parallélisme, c'est le contraire du parallélisme. Je vous explique de cette façon parce qu'il y a des personnes qui expliquent que numéro 1 et numéro 4 sont opposés et numéro 2 et numéro 3 sont opposés. Non, c'est pas obligatoire, on peut avoir de la différence. Donc ici, c'est une structure dans la première partie et cette structure, elle est inversée dans la deuxième partie. Par exemple, tout à l'heure, lorsque j'avais « j'irai par la forêt, j'irai par la montagne ». Si on avait « j'irai par la forêt », par la montagne, j'irai, si on inverse la deuxième phrase, la deuxième structure, ça devient un chiasme. C'est compris? Alors, on a numéro 1 avec 4 et numéro 2 avec 3. Mais comprenez-le de cette façon simple. C'est une structure et c'est l'inverse de cette structure dans la deuxième partie. Généralement, on trouve les parties du milieu, ou bien elles sont opposées, ou bien elles expriment une différence. Ce sont deux verbes différents. Parfois, la première et la deuxième partie la première et la quatrième partie sont opposées, parfois elles sont différentes et parfois elles sont répétées, comme je viens de vous le dire pour j'irai. Bien, alors c'est ce que vous avez ici. Vous avez 1 ressemble à 4 et 2 ressemble à 3. Cette figure de style s'appelle un chiasme. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous souligner que après les examens de la première année du bac, quand on se repose une quinzaine de jours ou bien, et je démarrerai une série de leçons sur la communication. Parce qu'après le bac, vous aurez besoin des plans pour les examens professionnels, des examens pour entrer dans des instituts, pour accéder à des instituts ou bien, mais vous aurez surtout besoin de savoir communiquer pour les entretiens d'embauche dont vous aurez besoin. Alors, je vais commencer des leçons comme ça, d'accord, à vous et aux élèves qui ont eu leur bac. Si vous en connaissez, vous leur demandez de se connecter à ma chaîne pour suivre une formation dans ce sens. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.